Bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une forme bien connue du commerce, la grande distribution. L'idée est d'essayer de répondre à la question comment la grande distribution s'adapte-t-elle aux évolutions des comportements d'achat et aux besoins ou attentes des consommateurs. Cette adaptation ou transformation passe par beaucoup de choses comme l'innovation, le digital, le cross-canal, mais aussi et surtout peut-être par une nouvelle façon d'exécuter les process, les opérations et puis la relation client bien sûr. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maude Funaro, la directrice de la stratégie, du digital et de l'innovation chez Leclerc. Bonjour Maude, avant les enjeux de la grande distribution, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour et merci de m'avoir invitée. Donc Maude Funaro, j'ai 39 ans. Je travaille donc chez Leclerc, comme tu l'as dit, depuis 3 ans et demi. J'ai commencé ma carrière dans la recherche en économie, fonction publique, conseil en stratégie, entrepreneuriat et puis Leclerc. Voilà, tu résumes très vite un parcours qui est quand même dense. Ne serait-ce que par tes études, j'ai vu qu'entre 1999 et 2005, tu as noté sur ton profil LinkedIn HEC, Sciences Po et la LSI à Londres. J'en ai oublié, je crois, 2 ou 3. Tu te décrirais comme étant un profil plutôt commercial, marketing, ingénieur, économiste. C'est quoi, en fait, qui définirait les études que tu as faites ? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Moi, j'ai commencé par HEC parce que voilà, on fait ses choix un peu jeune et puis ensuite j'ai découvert l'économie à Sciences Po et donc je suis partie dans cette voie et le reste n'est qu'une suite logique. Enfin, j'ai fait l'ENSAE parce que j'avais pas le niveau en maths de mes camarades ingénieurs etc. Et donc j'ai commencé en tant qu'enseignante recherche et ça m'a amenée à la LSI à faire un doctorat. Mais tu dirais que tu as un profil plutôt scientifique dans le fond ou, parce que l'économie, c'est souvent un peu scientifique, ou littéraire, tu arrives à définir ça comment ? Les deux. Enfin, l'économie, c'est clairement scientifique, Ouais. parce qu'il y a des équations derrière et de la data, comme on dit maintenant. Ouais. Et je ne sais pas si c'est littéraire ou un peu sociologique, parce que pour se poser les bonnes questions, il faut un peu avoir ce pas de recul. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, cette dimension sociétale qui est croisée avec l'analyse mathématique. Et donc, tu as commencé ta carrière professionnelle en rentrant dans la fonction publique au ministère de l'économie, à la direction du Trésor. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ton choix ? En fait, c'était dans la continuité de la recherche. Je travaillais... on faisait des modélisations de mesures de politique économique sur des sujets de financement de l'économie, comme le financement du logement, les produits d'épargne réglementée ou ce genre de sujets, pour savoir comment il fallait calibrer les nouveaux produits, si le ministre prenait telle ou telle mesure, quel impact ça allait avoir sur le PIB. Voilà, on gérait les relations avec le FMI pour les différents rapports qu'ils faisaient sur la croissance de la France. Donc en fait, c'était très académique. Ouais. Et c'était dans la suite logique de ce que je faisais avant, mais appliqué quand même à la vie réelle avec un impact. Et voilà, j'ai bien aimé ça. Et là, tu es resté 2 ans pour après bouger vers l'autorité de la concurrence. Alors, est-ce que c'est une suite ? Je ne sais pas. Comment tu as fait ce mouvement ? C'est une suite très logique, en fait. Enfin, dans les 2 cas, je travaillais avec des profs à moi de l'ENSAE et de Normal quand je faisais mes études d'économie. Et en fait, moi, je faisais pas mal de recherches en économie industrielle, c'est-à-dire des cas de concurrence. Et il se trouve qu'une de mes profs de l'époque, un peu ma mentor, est devenue vice-présidente à l'époque. C'est qui ? Tu peux lui donner son nom ? Bien sûr, Anne Perrault. Ouais. Et voilà, elle m'a proposé de la rejoindre parce qu'il y avait de plus en plus de cas qui demandaient pour établir des pratiques, de manipuler un peu des données ou d'avoir quelques notions économiques. Et donc, il y a de plus en plus d'économistes d'ailleurs dans ce domaine. Et moi, je trouvais ces sujets intéressants. Donc là, tu es resté à peu près 2 ans aussi, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus. Un peu plus de 2 ans. Là, il y a un premier, entre guillemets, pivot qui va s'opérer dans ta carrière, dans le sens où tu vas quitter la fonction publique pour rejoindre le monde de l'entreprise plus traditionnelle. Et tu vas intégrer en 2010 le BCG. Là, encore une fois, qu'est-ce qui motive ce changement ? En fait, j'aimais beaucoup, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, j'aimais beaucoup l'approche par un peu projet. Alors j'ai fait beaucoup de retail à l'époque, mais pas que. Et j'aimais bien l'idée de rentrer assez vite dans un sujet compliqué, avec un angle particulier. Et du coup, le conseil en stratégie m'a
apparu intéressant parce qu'il y avait aussi cette approche. Et en plus, ça allait me permettre de m'ouvrir à d'autres problématiques que l'antitrust, qui sont quand même bien particulières. Quand on passe 4 ans dans la fonction publique, on est un petit peu marqué par la culture, on ne peut pas dire d'entreprise, mais la culture professionnelle qui s'y trouve. J'ai pas l'expérience en la matière, mais on entend dire que c'est assez différent de la culture d'entreprise. Est-ce que ça a été une forme... Non, comment t'as vécu l'arrivée au BCG? Alors, enfin, dans ces milieux de fonction publique, à Bercy en tout cas, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs sortis d'école qui me ressemblent. Et donc, c'est un moment de carrière un peu particulier. Et beaucoup partent vers le secteur privé. Donc, j'imagine que 10 ans après, ça aurait été différent. Culturellement, c'était pour moi pas tant que ça une rupture. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des camarades de Bercy après. Au BCG? Alors, au BCG, oui, Ouais. en effet, ou ailleurs. En revanche, l'arrivée au BCG, oui, c'était un grand changement parce que la plupart des gens commencent le conseil en stratégie juste après la sortie d'école. C'est ça. Et c'est plutôt ça qui est atypique. Donc moi, j'avais 30 ans. Donc tu étais un peu différente de tes collègues. Ouais. On entend dire de ceux qui ont une expérience similaire de cabinet de conseil que c'est un peu la suite de leurs études, qu'ils apprennent beaucoup, il y a un cadre méthodologique. Est-ce que tu confirmes avoir appris également ce genre de choses? Absolument. Ouais. Et tu peux donner des exemples de ce qui te reste aujourd'hui, de la méthodologie ou de ce que tu as pu apprendre pendant ces quelques années au BCG? Alors, absolument, ça donne un cadre méthodologique, avec la différence près que moi, entre-temps, j'avais travaillé. Donc j'étais partie sur un autre cadre, et là, vraiment, je me souviens, mon premier projet, il fallait faire une slide. Alors bon, j'avais déjà fait des slides, mais voilà quoi, en fait, non, au BCG, il y a une... Et en fait, tout ça appartient à une logique. Tout est construit d'une certaine manière parce que, en fait, on s'adresse à des personnes à qui il faut délivrer des messages compliqués en peu de temps, et chaque mot a un impact, et il y a une rigueur derrière qu'il faut acquérir, qui n'est pas naturelle. C'est pas du tout pareil de faire une note au ministre et une slide pour un PDG sur un projet. Donc déjà, sur la forme, c'est un vrai travail. Et sur le fond également, parce que moi, quand j'étais statisticienne, j'avais l'habitude d'aller très très loin dans le raffinement, manipuler des données sans être contrainte par le temps. Là, évidemment, quand on travaille au BCG, c'est aussi assez quantitatif, mais on est obligé, les données, elles sont jamais parfaites, on n'a pas le temps, et donc il faut y aller à l'intuition et trouver d'autres manières de baquer son raisonnement. Et le switch a été un peu difficile là-dessus. En réalité, ça marche très bien. Enfin, c'est une autre démarche intellectuelle. Ouais, c'est des mécanismes intellectuels différents qu'il faut mettre en œuvre. Qu'est-ce que tu retiens du BCG en dehors de la méthodologie? Tu es resté 4 ans, c'est ça? Un peu plus de 4 ans. La méthodologie, les comptes, les clients, tu retiens quoi en fait de ces années-là? Énormément de choses très, très positives. Moi, j'ai adoré ça. Je retiens plein de choses. Des clients divers. Moi, j'ai eu la chance de travailler pas mal dans la practice consumer retail luxe, donc avec des clients plutôt petits, et donc quand ils achetaient une mission BCG, très impliqués. Et donc, de part et d'autre, il y avait beaucoup d'échanges dans la réalisation de la mission, c'est ça? Énormément, à haut niveau, dans le suivi, on tisse des liens, on s'implique. Donc c'est à la fois intense et satisfaisant. On rentre vraiment dans la mécanique, et c'est aussi ce qui m'a donné la suite, évidemment. Bah oui, parce que la suite, c'était ça. Tu as compris comment au BCG, les aspects stratégiques du fonctionnement d'une entreprise. Et puis en 2014, tu sautes le pas, en fait. Tu rentres... et c'est important que tu nous aies dit, en fait, avant de parler de Madame M, puisque Madame M, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait du low cost. Finalement, les comptes pour lesquels tu as travaillé ont dû te donner le goût de cet univers-là. Comment tu décrirais justement Madame M? Alors, c'est un projet un peu atypique. En fait, c'est un bout des Lojabi, cette histoire. Et donc, il y avait cette usine historique, et puis une dizaine de personnes à Paris, et un investisseur particulier qui
a entendu parler de cette aventure qui, encore une fois, 2 ans après le dépôt de bilan des Lojabi, était en difficulté et a eu envie de les sauver quelque part. Mais c'était pas son métier et donc il cherchait quelqu'un pour faire ça. Donc il y a une idée de social business derrière ça, qui est un peu particulière parce que il y avait une 40aine de personnes sur du Made in France, sur un secteur qui est quand même pas très florissant. Donc tu peux décrire la marque en fait pour ceux qui ne connaissent pas? Le Jabi? Non, ouais, c'est le Jabi en fait quand on dit Madame M, c'est le Jabi. En fait, quand les Le Jabi ont déposé le bilan en 2012, il y a plusieurs projets qui sont nés. Donc il y a Maison Le Jabi, la marque qui existe encore aujourd'hui. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelait les atelières, c'est-à-dire des couturières qui se sont organisées en coopérative pour produire pour autrui. Et puis il y avait un troisième bout avec un bout de marque qui s'appelait Monette, qui s'est lancé en reprenant encore un bout de l'usine, et puis qui en 2014 a déposé le bilan. Et donc c'est cet actif-là qui a été repris par un investisseur. D'accord. Avec l'idée de sauver cette usine. Et donc la création de cette marque. Et donc moi quand je suis arrivée, il y avait un début de positionnement, d'idées. Il y avait des produits qui n'étaient pas encore tout à fait au point, mais avec déjà une très jolie idée. Donc les sous-vêtements pour femmes. Voilà, et des personnes. Et donc on s'est dit, l'idée c'était de se dire, on va relancer une marque avec tout ça, parce qu'il y a des débuts très intéressants, donc il faut rationaliser la collection, aller la vendre, mais il faut surtout relancer l'usine. Et l'idée c'était de se dire que cette usine, il fallait qu'elle fasse de la sous-traitance. Parce que Attends, tu vas nous raconter ça plus en détail. Mais passer du BCG où tu es dans une forme de bulle, c'est-à-dire que tu es éloigné des opérations, du concret, de l'exécution du business, c'est lié à un cabinet de conseil. Comment faut comprendre ce passage du BCG à une aventure entrepreneuriale qui est tout sauf confortable a priori, puisque c'est redresser une entreprise, une PME, avec peut-être peu de moyens, tu nous le diras. Qu'est-ce qui a fait cette bascule chez toi? Qu'est-ce qui t'a, en dehors du fait que tu avais envie que ce soit plus concret, parce que tu aurais pu trouver un poste dans une autre entreprise qui apportait une forme de sécurité parce qu'elle était établie, que ça fonctionnait bien, et puis que tu venais là pour gérer l'exécution des opérations. Là, en venant prendre la tête de cette marque, de cette entreprise, de cette PME, tu te mets clairement en danger, tu sors de ta zone de confort. Pourquoi? C'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller par là? Déjà, moi j'aime bien sortir de ma zone de confort de manière générale. C'est quand même ce qui me motive. Et puis, je pense que c'est finalement assez classique pour un consultant. On voit bien que, alors ok, c'est pas si facile de construire une stratégie, un plan, c'est pas ça que je dis, mais on voit bien qu'une fois qu'on l'a fait et que c'est partagé, il y a encore une complexité très forte à la mettre en œuvre. Et en fait, je pense que c'est important à un moment de sa carrière de se frotter à ça, parce que ça permet de rester humble déjà, et puis ça permet de progresser. Il faut absolument être des deux côtés. Donc moi j'avais ce besoin-là. Je comprends que tu veuilles passer du côté opérationnel, mais pourquoi tu as choisi ce projet-là? Après, c'est la vie, les opportunités qui arrivent. L'investisseur t'a convaincu, c'est ça? Ouais. Alors c'était un peu fou comme truc. Mais, ouais, mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis j'étais évidemment pas toute seule. Il y avait une équipe très solide en place. Donc moi, j'ai appris d'eux. Donc quand tu es arrivé là, à la tête de cette entreprise, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait tout de suite? Tu as commencé à nous répondre un peu, d'une usine qui avait... En fait, il fallait structurer tout ça. Donc il fallait... il fallait structurer une collection. Il y avait des modèles, il y avait des choses, mais c'était pas... il fallait rationaliser un peu ça. Et puis il fallait aussi optimiser la production. En fait, la lingerie, c'est très, très technique. Il y a beaucoup de... Comment on optimise ça? Parce qu'il y a un côté artisanal dans la confection de ce genre de produit. On optimise. Il y a une 20aine de pièces dans un soutien-gorge. Vous avez une ligne, donc il faut s'arranger pour qu'en fait, il y en ait le moins possible pour qu'un élastique soit utilisé sur plusieurs modèles pour optimiser vos achats. Ouais, c'est ce genre d'optimisation.
Et ça paraît pas évident, hein, tant qu'on n'est pas dans le business, dans ce Bah, business-là, de comprendre ça. en fait, c'est un process industriel. C'est comme quand vous faites des voitures, vous essayez de faire en Ah sorte ouais. qu'il y ait autant de pièces communes, Mhm. autant de modèles possibles, parce que ça optimise la plateforme de production. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, quand vous fabriquez un produit, il faut faire les bonnes opérations dans le bon ordre pour que ça revienne le moins cher possible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il soit fait le plus efficacement possible. Donc il y a une optimisation de l'outil de production. Ouais. Autour de l'outil de production, il y a le sourcing, comme tu viens de le dire, il faut s'approvisionner. Donc là, on optimise les achats. Et puis il y a le marché, faut vendre. Comment les choses se passaient en termes de vente, en termes de clients Alors, on va se dire tout de suite, je pense que c'était là la mission impossible. On est parti en wholesale. Parce que ça va plus vite, parce que voilà. Et en fait, le marché wholesale sur la lingerie haut de gamme, il est tout petit. Donc, il se trouve que on était très bien outillés, avec une personne super dans l'équipe, qui avait les bons contacts. Donc, on est rentré dans des points de vente vraiment prestigieux. On était au Bon Marché, sur Net-à-Porter, chez KaDeWe, etc., à Berlin. Bon, mais c'est tout petit. Et donc après, enfin, on va... Pour accélérer un peu l'histoire, on est rentré dans ces points de vente, mais sur des petites quantités, avec un potentiel de croissance quand même limité, parce qu'il n'y en a pas 10 000. Et donc ensuite, la question se passe soit d'aller en retail, mais là, c'est des gros investissements sur une taille de marché qui est réduite, soit d'avoir une gamme un peu moins élevée, mais du coup, on ne peut pas faire en France avec ces matières, et donc c'est plus tout à fait la même histoire. Et donc il y a un moment, on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait faire, et le but du projet, c'était quand même de sauver cette usine. Et donc, on a mis l'accent sur le développement de la sous-traitance. D'accord. Mais le lancement de la marque a permis d'amorcer ça. Parce que ça amorce la pompe. Et donc, ça permet de se faire la main sur ces process, de voir quelle machine on achète, etc. Donc la sous-traitance est réalisée pour le compte de tiers des produits en respectant un cahier des charges. Ouais. Très bien. Tu es resté 2 ans, quelque chose comme ça. Et en 2016, comme tu l'as dit dans ta présentation, en énoncé, tu as rejoint le groupe Leclerc. Et là, on va rentrer plus dans le sujet, la thématique de cet épisode. Mais comment ça se passe, ce changement? Parce que là, tu passes d'une PME à un grand groupe. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pas mal de choses. Le secteur, déjà. Moi, j'ai toujours adoré le retail et la grande conso. C'est vraiment un observatoire sociologique formidable. Et puis, c'est un secteur à faible marge, à gros volume, donc hyper exigeant. Il faut être vraiment au cordeau sur tout, sur plein de paramètres. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et puis, l'enseigne Leclerc, elle est passionnante. Déjà, c'est la première enseigne en France. Elle se porte bien et c'est toujours très agréable d'être dans un endroit où les choses marchent. Et puis c'est une enseigne d'indépendants, d'entrepreneurs. Donc en fait, moi j'ai aimé cette dichotomie, je sais pas, mais le fait d'être sur des sujets stratégiques assez macro, à côté d'entrepreneurs qui sont sur le terrain. Je trouve que cette tension-là très positive. Oui, c'est t'enrichir à la fois du terrain très concret avec ces indépendants qui doivent remonter beaucoup de données et une réflexion plus globale, plus macro sur ce que doit être l'enseigne. Donc quand tu arrives, on va rentrer un peu plus dans le détail. Quand tu arrives chez Leclerc, quelle est ta lettre de mission il y a 4 ans, 3 ans et demi? Alors il y avait des projets qui avaient été priorisés évidemment. Précis, bien défini, voilà. Et au-delà, en plus, à côté, je sais pas, mais il y avait un sujet sur alors, on n'appelait pas ça transformation, mais c'est un peu ça quand même. On disait innovation, en se disant, mais finalement, bon, donc il y a ces sujets bien définis, Paris en était un, la présence de l'enseigne sur Paris en était un, c'est un exemple. Et puis il y avait l'innovation, en se disant, bon... on est l'enseigne la plus innovante, perçue comme telle, une enseigne de 600 entrepreneurs, mais on sent que les choses s'accélèrent, se complexifient, que le digital nécessite quand même plus d'infrastructures de mise en commun, et donc faut peut-être un truc, je sais pas, faut réfléchir à un truc qui nous permette d'aller plus vite
pour éviter qu'on passe à côté de quelque chose. Mhm. Donc il y avait quelque chose comme ça, qui n'était pas encore très défini, mais un besoin qui était exprimé, pas de centralisation, mais de construire quelque chose pour permettre d'accélérer, ce qui est un peu différent. D'accord. Donc, comment tu construis justement ce plan? Tu échafaudes une roadmap, tu fais des tables rondes, tu vas rencontrer les indépendants. En arrivant, comment tu fais pour... parce que c'est un peu une feuille blanche. Alors, bien sûr, ils avaient déjà réfléchi avant mon arrivée. Bien sûr, j'imagine bien. Et donc, je repars de ça, et en bonne consultante, je me dis, très bien, il faut un process innovation, alors il faut des sujets, des priorités, un funnel, des moyens, commence à réfléchir comme ça. Alors, il faut embarquer des gens, donc je commence à me créer un réseau interne. Parce que moi, je travaille au quotidien avec des adhérents, donc on essaie de réfléchir comme ça. Et puis, je vois assez vite que, en fait, toutes ces réflexions sur le process, la démarche, la feuille de route, ça embête tout le monde. Je perds tout le monde en route. Ok. Ils sont plus dans le concret, c'est ça? Ils sont plus dans le concret. Ils ont 1000 envies de projet. Et je me dis... alors, il y en a plein qui sont de bonne volonté, donc qui se plient au jeu, mais je sens qu'on va pas y arriver comme ça. Donc je me dis, on va faire différemment. Pas comme si on allait construire une start-up interne, mais on va construire une démarche, on va y aller pas à pas. Ouais. Donc je me dis, très bien, il faut des projets. Ils ont plein d'envies, en fait, il y a plein de sujets. Allons sur des sujets qui les motivent, et puis on va voir comment ça se passe. Et donc... Tu te souviens des sujets qui sont remontés? Ouais, je me souviens, on avait par exemple un sujet hyper concret sur comment occuper les enfants dans les galeries marchandes pendant les temps de course. Ouais. On avait un sujet sur la e-réputation Mm-hmm. en magasin. On avait des sujets comme ça, des sujets opérationnels qui sont des vrais sujets où c'est pas qu'il y avait rien, mais voilà. Et donc là, on a commencé à regarder, on a repéré des solutions, et puis on a fait des tests. Donc là, on va rentrer dans une démarche innovation classique, mais au début, on y allait vraiment... Par itération, comme on dit. C'est qu'est-ce qu'il y a comme sujet. Alors, en parallèle, nous, on a fait un mapping des sujets. On s'est dit, il y a le parcours client front, il y a ça. On a découpé les trucs, et on a quand même fait des ateliers. On leur a dit, alors, où est-ce qu'il y a des sujets et puis en même temps, on a essayé de trouver des solutions pour mettre en face. Mais au début, si je devais résumer, l'idée, c'était de se dire, on va répondre à des besoins qu'on a, de manière ponctuelle, et puis on va voir comment on s'y prend et puis ce que ça donne. Avec une forme de pragmatisme de terrain. Très pragmatique, très peu de moyens. Voilà, on était 2. Et quels sont les résultats que tu as obtenus avec ça? Alors, il y a eu des loupés et des grandes réussites. Ouais. Mais le truc a bien pris. Et en parallèle, donc on a commencé à faire comme ça, des tests, 1, 2, 5, 10. Et puis assez vite, on s'est dit, maintenant, il faut à la fois qu'on passe à l'échelle sur cela, et puis en fait, il y a plein d'autres trucs qui se font. Et tu peux nous donner des exemples concrets de... Par exemple, sur les enfants, Ouais. on a travaillé avec Kili Kids, qui est une start-up qui fait des aires de jeux digital pour les enfants. Oui. Voilà, on les a repérés assez tôt dans leur... Donc voilà, on a installé ça dans des magasins. Donc un échantillon d'abord, test, c'est ça? Et puis après... ils sont venus, très classique, ils sont venus pitcher, on les a rencontrés. Après, c'est typiquement une relation avec une start-up où on achète une prestation, en fait. Mhm. Donc ça, c'est assez simple. Voilà. On travaille aussi avec Critizer, c'est une solution de gestion de la e-réputation. On a testé sur quelques magasins, puis sur une centrale régionale. Et en fait, l'enjeu pour nous, pour monter en échelle sur une solution comme ça, Ouais. ça a été d'embarquer les équipes Bien métiers, sûr. puisqu'évidemment, il y a des équipes relations clients dont c'est le métier. Ouais. Donc une fois qu'on a trouvé cette start-up, qu'on a testé dans 2-3 magasins, même dès le début, l'enjeu, c'est d'aller vérifier que c'est bien un sujet pour eux aussi au niveau national, que ça fait, qu'ils sont bien intéressés potentiellement par une solution comme ça. Et voilà. Et il y a un moment où ils prennent la main et le truc se déploie. Donc là, tu nous expliques un peu comment le besoin, en termes d'innovation, est remonté par les indépendants. Qu'en est-il des consommateurs? Comment les besoins ou les attentes peuvent influencer la façon avec laquelle tu vas piloter l'innovation chez Leclerc? Alors
on est en veille permanente, nous, de tout ça, et pas que dans mon équipe. Évidemment, dans toutes les équipes, on est en écoute permanente, à la fois au siège avec les outils dont on peut disposer, mais évidemment, les adhérents dans leur magasin, ils savent très bien. Donc, les attentes, on les connaît. On sait que les gens, ils n'aiment pas attendre, qu'ils veulent un processus plus fluide, etc., etc. La question, c'est comment on les adresse, parce qu'en fait, il n'y a jamais une solution miracle pour tous les cas d'usage possibles, et comment on priorise ça. En fait, on est dans un monde un peu très vivant, donc il n'y a pas de process de remontée des besoins très très structuré. Et donc, un des trucs qu'on a fait très tôt, on s'est dit, si on veut industrialiser ça, il faut qu'on sorte de la relation 1 à 1, où on parle à un adhérent, puis à une équipe, et puis à une start-up, parce que sinon, c'est très lourd. Et donc, assez vite, on s'est dit, il faut qu'on s'outille, il faut qu'on mette de l'horizontalité dans tout ça. Donc, on a fait 2 choses. Donc, nous, on s'est construit des représentants, quelque part. Donc, on a été dans chaque centrale, chaque équipe, et on a demandé à des gens s'ils ne voulaient pas être notre référent innovation, porter cette bonne parole, pour pouvoir démultiplier ça. D'accord. Et puis après, on s'est dit, et du coup, cette communauté, on va l'animer. Donc, on va mettre du contenu, on va leur dire des trucs, on va leur proposer des tests, on va les réunir, etc., etc. Donc, ça, c'est beaucoup d'efforts internes. Et puis, on s'est outillé aussi pour parler en horizontal. Alors, aujourd'hui, ça paraît un peu bête, mais en 2016, et en tout cas dans le mouvement Leclerc, on n'avait pas de réseau social d'entreprise. Et on a été un des bêta-testeurs de Workplace by Facebook en France. D'accord. Voilà. Parce qu'il nous fallait une solution qui sorte du bilatéral. Donc ça, c'est quelque chose que tu mets en place rapidement, très vite. Ouais, très vite. Ça a été... comment ça a été... compliqué. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, pour moi, c'est un vrai exemple de changement, ça. Enfin, Ouais. Ça a été compliqué parce que déjà, c'est un outil en plus et tout le monde a plein d'outils, on n'a pas le temps, c'est quoi l'utilité, etc. Donc au début, on est en push sur ces sujets-là, forcément. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que peu à peu, les uns et les autres s'approprient l'outil. Donc au début, on parle d'innovation, on va parler de nos startups, de ce qu'on fait, c'est super, on met de l'actualité. Et puis, peu à peu, il y a des gens qui vont se dire, mais en fait, ce truc, ça va me servir pour mes besoins à moi. Ça peut être, je sais pas moi, des gestionnaires de centres auto Leclerc qui se créent un groupe pour se parler de leurs besoins, de leur marché. Là, tu as évoqué un mot qui est clé, hein, le changement, la conduite du changement quand on innove. C'est le changement est inhérent à ça. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu parlais justement qu'effectivement, c'était cette conduite du changement, quelque chose qui a été important pour toi. Le cas de Workplace by Facebook, ça doit illustrer tout à fait ça. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un réseau d'indépendants et que quand on doit animer un réseau d'indépendants, finalement, ça rend le challenge peut-être plus saillant parce que c'est justement des indépendants et ils ont une forme de liberté dans la façon avec laquelle ils vont pouvoir exécuter leur business dans leur centre Leclerc. Mais complètement. Je dirais que ça le rend plus vivant parce que c'est des entrepreneurs, donc déjà ils sont en mouvement. Alors je dis pas que les salariés sont pas en mouvement, mais ils sont obligés d'être en mouvement puisqu'ils perçoivent c'est leur entreprise, il faut qu'ils innovent. Donc ils ont c'est dans leur ADN. Après, évidemment, il y a des changements qui sont plus compliqués que d'autres. On est tous comme ça. Donc, il faut trouver une bonne dialectique et surtout, il faut savoir accepter qu'il n'y a jamais 100% des choses qui sont appliquées dans 100% des magasins. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Non. À partir du moment où ceux qui l'adoptent l'utilisent bien, quoi. Hein, l'innovation, c'est sûr que c'est important. Je reviens quand même sur la question, enfin le point qu'on a abordé tout à l'heure, qui est celui du consommateur. Et puis, en fonction de ma question, tu répondras aussi sur pour compléter ce que tu as déjà dit. Mais on observe, alors moi à mon échelle, le consommateur de la grande distribution, je perçois que j'ai moi-même des changements dans mes comportements d'achat, dans mes attentes. Et puis quand on lit un peu de littérature sur le sujet, on s'en aperçoit bien. On parle de termes comme
l'omnicanalité ou le cross-canal. Pour la grande distribution, il y a le drive piéton, le parcours d'achat, le paiement sans contact, le paiement par mobile, la différence de comportement qu'il peut y avoir entre le consommateur qui habite en zone rurale et celui qui habite en agglomération. Toutes ces problématiques-là, comment elles arrivent dans la cellule innovation de Leclerc? Comment elles sont traitées? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? En fait, ces problématiques-là, c'est un peu le cœur, je dirais, de toutes les équipes au quotidien, puisque ça change un peu le métier. Ça impacte un peu tous les métiers. Tu parlais du drive piéton. Le drive chez Leclerc, c'est quelque chose d'important. Puisque Oui, le premier drive en France avec, je crois, 48% de part de marché sur le drive ou quelque chose comme ça, c'est voilà. ça? Donc c'est... Et aujourd'hui, on voit bien que le drive marche toujours très fort, continue à croître et les clients sont satisfaits, mais on voit bien que les consommateurs sont en attente d'avoir le choix entre plusieurs modes de délivrance. Et donc, ils commandent, ils vont en magasin, ou ils commandent sur une interface digitale, et ils vont chercher au drive avec leur voiture, ou ils vont finalement près de chez eux, dans un drive piéton, chez nous ça s'appelle des Leclerc Relais, où ils vont faire la livraison à domicile. Voilà. Et en fait, ils sont en attente d'avoir ce choix. Oui. Et donc, notre équipe Drive, il travaille là-dessus et apporte des réponses. Alors, comment nous, à l'innovation, oui, et puis comment vous faites pour embarquer les indépendants autour de ces problématiques-là? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes tout à fait sensibilisés à l'idée qu'un consommateur va vouloir choisir entre son mobile, aller en centre Leclerc, qui va pouvoir à un moment vouloir retirer ses produits dans un drive piéton, puis dans un drive voiture, ou se les faire livrer. Comment on fait tout ça pour les animer? Alors, eux, ils l'entendent, ils sont sur le carrelage, donc ils l'entendent tous les jours. L'entendre, c'est pas le problème. Comment on y répond? Comme je vous le disais, en proposant ces modes de délivrance. Nous, à l'innovation, on a plein de... évidemment, on est en veille de solutions. Par exemple, puisqu'on parle de livraison sur le drive, évidemment, on s'est dit, tiens, en fait, il faut avoir tout un panel. Il y a un truc qui est intéressant, qui n'est pas le seul intéressant, mais qui fait partie des solutions intéressantes, qui est la livraison collaborative. Donc, le principe, c'est vous passez une commande sur le drive, et puis ensuite, vous allez chercher un autre shopper qui va récupérer votre commande en même temps que la sienne. D'accord. Donc il y a plusieurs startups qui font ça, et nous on travaille, on n'est pas les seuls d'ailleurs, avec l'une d'entre elles qui s'appelle Shopopop. D'accord. Voilà. Donc nous, à l'innovation, on va regarder ces solutions, on va construire un test, et voilà. Et dans la démarche qu'on a, d'abord on fait un test assez léger, et puis ensuite on voit que ça marche bien, c'est intéressant, et on va réfléchir à optimiser le parcours des consommateurs pour que cette solution soit le mieux possible intégrée. Donc ça, on parle du X là aussi, dans le parcours, parce que une des problématiques à laquelle vous devez répondre dans la grande distrib, mais comme partout, c'est que quand vous êtes dans un centre Leclerc, il y a malgré tout des hommes et des femmes Leclerc qui sont là pour accompagner, le cas échéant, le consommateur qui a besoin d'aide. Quand on va acheter son poisson au rayon poissonnerie, il y a bien un poissonnier qui nous sert. Quand on achète sur le site Leclerc Drive via son téléphone ou via son ordinateur, ce côté humain, il disparaît complètement. Comment cette notion-là est perçue, abordée? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Bien sûr. Alors, on est sur une interface digitale, mais il y a un service client quand même. Ouais. Donc le service client, évidemment, il est hyper important. Et puis, alors, il se trouve que l'expérience humaine au drive, elle est particulièrement appréciée des consommateurs. Et moi, je trouve ce point intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle une signature relationnelle. Vous arrivez au drive, vous vous signalez, mais il y a une personne qui vient vous mettre les courses dans le coffre, et donc qui va
vous saluer, vous montrer les fruits. On a vraiment l'impression qu'ils nous rendent un service. Bah ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut. C'est pas parce qu'il y a une interface digitale qu'il n'y a pas de relation humaine derrière. C'est deux choses différentes. C'est à un moment du parcours, on choisit de passer par un écran. Et je pense que l'enjeu des parcours, c'est de rendre proposer ces alternatives et de pouvoir les combiner au mieux pour délivrer l'expérience qui va convenir à un consommateur donné à un moment donné. J'ai une question qui est très concrète et très opérationnelle. Les drives, ils sont rattachés à un centre Leclerc, je crois, tous. Donc l'entrepreneur, l'indépendant, a ouvert un drive et il approvisionne son drive comme il approvisionne son centre Leclerc, donc avec les produits, l'assortiment qu'il souhaite. Quand on se connecte sur l'interface de Leclerc, on demande de choisir en premier son drive parce que l'assortiment peut varier en fonction du centre qu'on choisit. Comment ça se passe quand on choisit la livraison à domicile ? Qu'est-ce qui prend en charge le transport ? Enfin, comment ça fonctionne ? On parle de Paris, là ? Peut-être. Alors, en fait, sur Paris, c'est un petit peu différent. Donc là, on parle de Leclerc chez moi. En fait, ça, c'est un service qu'on a monté. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que c'est complètement opérationnel, 1 an et demi. On l'a monté à partir de rien, puisqu'il n'y avait pas de magasin, où il n'y en avait en tout cas pas assez pour couvrir Paris. Et donc, en fait, on a monté des entrepôts dédiés. D'accord, donc qui appartiennent à l'enseigne et pas à des indépendants ? Alors, c'est un statut un petit peu particulier. En fait, c'est au niveau de la centrale régionale. D'accord. Donc, en fait, Leclerc chez moi est en soi une innovation au niveau du mouvement, puisqu'on a dû inventer un modèle compatible avec le modèle Leclerc. Donc, c'est bien des adhérents qui gèrent, mais un peu différent parce qu'on est sur une échelle un peu particulière, sur un territoire qui est déjà... très très occupé. Donc, comment ça se passe, la répartition du business ? Parce que les indépendants, il y a un Leclerc, un Levallois, je crois. Est-ce qu'ils voient finalement Leclerc chez moi comme un concurrent, ou alors il a un intérêt aussi sur le développement de Leclerc chez moi ? En fait, dans le monde Leclerc, il y a des centrales régionales qui maillent des territoires. En Ile-de-France, il y en a 2. Pour faire simple, je schématise, mais c'est assez proche de la réalité, une au nord et une au sud. Et donc, c'est coupé en 2. Voilà. Et donc, en fait, chaque centrale gère une partie du territoire, mais pour le consommateur, c'est complètement neutre. Oui, bien sûr. Voilà. Le parcours est... Donc, ça préserve les intérêts des indépendants qui se trouvent en région parisienne. D'accord. Quels sont on parlait un petit peu tout à l'heure de retirer la friction dans l'achat, le parcours d'achat, le mobile là-dedans, au niveau du paiement. Je crois que vous avez lancé justement des innovations autour de ça. Ça marche comment ? C'est quoi ? Quels sont les enjeux ou les attentes pour vous ? En fait, le sujet, c'est évidemment de fluidifier le parcours du client. Donc là, on parle au magasin. Le paiement, c'est un moment important en caisse. Enfin, nos clients, ils aiment bien passer en caisse. Et la relation avec la caissière, elle est importante. D'ailleurs, chez nous, le nombre de caissières a tendance à augmenter plutôt. D'accord. Donc c'est pas... En fait, le sujet, c'est, encore une fois, de laisser le choix et de fluidifier. Et donc, on a le choix de passer sur les caisses automatiques où on scanne nous-mêmes nos affaires, ou de passer avec une vraie caissière. Voilà. Mais c'est le cas un peu... partout, oui, en fait. Complètement. L'idée, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier au maximum et vous proposer des alternatives. Il y a des gens, un coup, vous allez vouloir passer vite en caisse, un coup, vous allez vouloir prendre votre temps. Voilà. Un coup, vous allez avoir un gros panier, un petit panier. Donc, il faut avoir des solutions adaptées à tout ça. Donc, les caisses automatiques, c'est pas mal quand vous avez un panier pas trop gros et que vous êtes pressé. Nous, on a aussi des caisses réversibles. C'est-à-dire qu'en fait, selon les flux de clients, on peut mettre une caisse automatique qui peut devenir une caisse avec un poste de caissière. En fait, c'est selon les flux de la journée. Et puis, on a depuis très longtemps les scans achats. Donc, c'est des sortes de pistolets. Vous scannez votre carte de feed et du coup, vous scannez au fur et à mesure les produits que vous mettez dans votre caddie. Ça marche aussi avec... Enfin, vous pouvez prendre un pistolet qui scanne ou votre mobile. Si vous avez l'appli Mon Leclerc, ça marche aussi.
Et ça, c'est très apprécié des consommateurs parce que ça leur permet aussi de contrôler le montant de leur panier d'achat au fur et à mesure qu'ils font leurs courses. Donc ça, c'est intéressant. Et ça répond à une autre demande. Voilà. Et donc, et le paiement alors par mobile, c'est quelque chose... Et le paiement par mobile, alors, dans un univers hypermarché avec beaucoup de flux, beaucoup de sorties, c'est compliqué parce qu'il faut... on a beaucoup de flux passants. Ça marche plus dans des GSS ou dans des concepts comme l'espace culturel où votre panier est plus petit, éventuellement vous avez effectué votre parcours d'achat avec un vendeur qui peut éventuellement vous encaisser à un moment, mais ça va être pour des moments particuliers et typiquement à Noël quand il y a des queues très importantes. Mais au jour le jour, voilà, il y a des caisses et ça se passe très bien. Je reviens sur les comportements d'achat, mais là liés aux produits. On en parlait justement avant d'enregistrer cet épisode. Le consommateur aujourd'hui, il a une sensibilité au local, aux produits locaux. On voit aussi avec l'émergence d'applications comme Yuka que la composition des produits, c'est quelque chose qui compte. Donc on voit bien en fait, avec toujours c'est le mobile, avec des applications comme Yuka, qui est une forme d'innovation quelque part, qu'elle vient un peu challenger les distributeurs comme Leclerc, puisque il y a une forme de contrôle qui est redonnée un peu aux consommateurs qui voient tout de suite comment le produit, de quoi il est composé, est-ce qu'il est théoriquement bon ou moins bon pour la santé. Comment ça se passe chez Leclerc, ces sujets-là de conscience, de consommation de produits plus naturels Alors ces sujets, ils sont au cœur de nos préoccupations, évidemment. Le bien manger, c'est un thème super important. Il se passe, donc il y a toute une feuille de route là-dessus, avec qui déclinée en plein d'initiatives. Et je dirais qu'il y a un point sur... il y a les marques nationales d'une part, qui sont ce qu'elles sont, et là, on peut avoir des initiatives pour référencer les plus vertueuses, mettre en avant les plus vertueuses, etc. Donc, par exemple, en affichant le Nutri-Score ou des choses comme ça. Et puis, il y a nos marques de distributeurs. Donc là, c'est les produits que nous, on fabrique. Et évidemment, cette démarche d'amélioration, on se l'applique à nous-mêmes. Alors, le bio en fait partie, mettre plus de bio partout. Alors, je sais pas, je peux vous donner des exemples. Récemment, on a par exemple passé notre gamme d'alimentation pour enfants de moins de 3 ans du conventionnel au bio. On a enlevé les additifs, les colorants artificiels, des bonbons pour enfants. Voilà. Donc, on a cette démarche continue d'amélioration des produits qui va dans le sens du mieux manger. Évidemment, c'est essentiel à notre métier et c'est pleinement en ligne avec les attentes des consommateurs. Ça m'amène sur un peu la question de la fin qui est liée à tout ça. C'est justement cette notion de commerce et de préoccupation environnementale, écologique des consommateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui... dans quelle mesure c'est quelque chose qui va vraiment, chez Leclerc, driver des décisions sur la façon dont on va organiser l'approvisionnement, le fonctionnement des magasins, comment ça se passe ? C'est hyper important. Ça fait plus de 20 ans qu'on a supprimé les sacs de caisse à usage unique chez Leclerc. Pionnier. Ouais, mais c'est hyper important. On a on a encore une fois une roadmap structurée sur ces sujets-là parce qu'on a un rôle important. On est en train de déployer des machines de recyclage des bouteilles en plastique, on travaille sur le vrac, on travaille sur les emballages. Nous, au niveau de l'innovation, on est en veille permanente sur des emballages plus vertueux, etc. Les emballages, dans quelle mesure vous les maîtrisez puisque ce sont vos fournisseurs qui vous apportent les emballages, les produits qui vous livrent, ils sont emballés ou alors est-ce que c'est les produits que vous vendez, vous, Leclerc, typiquement pas suremballer un paquet de yaourt parce que ça fait de l'emballage en trop. Il y a nos MDD, évidemment. Mm-hmm. Et
puis ensuite, il y a je vous parlais des sacs de caisse, mais ça fait partie du sujet. Et puis ensuite, il y a les emballages pour toutes les livraisons magasins, centrales, sur toute la supply chain. C'est aussi des sujets qu'il faut travailler, évidemment. Et donc en ça, parce qu'il y a donc des hubs logistiques, les centrales d'achat, c'est là où tout arrive pour une région et qui est redispatché ensuite dans les centres Leclerc des adhérents. Ça veut dire que même à ce niveau-là, dans les centrales, il y a au moins une veille pour voir comment on peut améliorer un certain nombre de choses. Alors après, chaque magasin est indépendant. Indépendant, mais moi, j'ai vu des magasins qui avaient à l'arrière du magasin des machines pour compacter, trier, revaloriser les déchets. De toute façon, ça fait partie des... il y a des obligations réglementaires, mais au-delà, pour revaloriser au mieux tout ce qu'on peut. Très bien. Ça me paraît bien. Merci Maude pour la sincérité avec laquelle tu as partagé tout ton parcours et puis tout ce que tu fais chez Leclerc. C'est vrai que c'est une enseigne qui a cette image et cette réputation d'être en avance sur les attentes de la société. C'est un peu aussi une marque de fabrique. Merci d'avoir partagé tout ça. Une toute dernière question avant le mot de la fin. Comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Comment on peut sur LinkedIn. LinkedIn, ouais. On peut rentrer en contact avec toi sur LinkedIn. Écoute, merci encore. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et merci beaucoup. Ça me fait, ça me procure beaucoup de plaisir à recevoir vos mots. Je vous le redis, si ce podcast vous a plu, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de le promouvoir et puis partagez autour de vous le lien du podcast, du site. Et puis si vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.